Ce chapitre présente un autre type interne appelé les dictionnaires. Donc les dictionnaires sont une des meilleures fonctionnalités de Python. Ce sont des blocs de construction qui servent dans de nombreux algorithmes efficaces et élégants. Donc un dictionnaire, c'est un mappage. Ça ressemble à une liste, mais c'est un peu plus général. C'est-à-dire que dans une liste, les index doivent être des nombres entiers, alors que dans un dictionnaire, ils peuvent être de presque n'importe quel type. Donc un dictionnaire contient une collection d'index qui sont appelés clés et une collection de valeurs. Chaque clé est associée à une valeur unique. Donc l'association entre une clé et une valeur est appelée une paire clé-valeur, ou parfois un item. En langage mathématique, un dictionnaire représente un mappage de clés vers des valeurs. Donc on peut également dire que chaque clé correspond à une valeur. À titre d'exemple, on va construire un dictionnaire qui mappe des mots français vers des mots espagnols, si bien que tant les clés que les valeurs seront des strings. Donc la fonction dict est créer un nouveau dictionnaire sans aucun élément. Comme dict est le nom d'une fonction interne, il faut éviter de l'utiliser comme nom de variable. Donc on peut faire f. Donc les accolades représentent un dictionnaire vide. Pour ajouter des éléments au dictionnaire, on peut utiliser les crochets. Cette ligne, elle crée un élément qui fait correspondre la clé 1 à la valeur uno. Donc si on affiche le nouveau dictionnaire, on va voir une paire clé-valeur avec un caractère 2 points entre la clé et la valeur. Ce format en sortie, c'est également un format d'entrée possible. Par exemple, on peut créer un nouveau dictionnaire avec 3 éléments en faisant comme suit. Maintenant, on peut utiliser les clés pour rechercher des valeurs correspondantes. Donc, si on fait fr vers es 2. Donc la clé 2 mappera toujours vers la valeur dos. Si la clé qu'on passe n'est pas dans le dictionnaire, on va obtenir une exception. La fonction len peut être aussi utilisée sur les dictionnaires. Elle renvoie le nombre de paires clés-valeurs. L'opérateur in, lui aussi, fonctionne sur les dictionnaires. Il nous indique si quelque chose apparaît comme clé dans un dictionnaire, mais pas si cette chose figure parmi les valeurs. Donc pour voir si quelque chose apparaît comme une valeur dans un dictionnaire, on peut utiliser la méthode values qui retourne une collection de valeurs et ensuite utiliser l'opérateur in sur cette collection. Donc l'opérateur in, il utilise des algorithmes différents pour les listes et les dictionnaires. Pour les listes, il recherche les éléments de la liste dans l'ordre, comme on l'a vu dans le chapitre 8. Et au fur et à mesure que la liste s'allonge, le temps de recherche augmente proportionnellement à sa taille. Pour les dictionnaires, Python utilise un algorithme qu'on appelle une table de hachage qui a une propriété remarquable, c'est-à-dire que l'opérateur in prend à peu près le même temps, quel que soit le nombre d'éléments dans le dictionnaire. Donc je peux pas expliquer comment c'est possible ici parce que l'explication serait pas compréhensible avant d'avoir vu les chapitres suivants. Mais si tu veux en savoir plus, tu peux rechercher sur Wikipédia, table de hachage et voir comment c'est implémenté. Maintenant, on va voir comment on peut utiliser un dictionnaire comme une collection de compteurs. Donc supposons qu'on a une string et qu'on veut supposer le nombre de fois où apparaît chaque lettre. Il y a plusieurs façons de faire ça. Premièrement, on pourrait créer 26 variables, une pour chaque lettre de l'alphabet. Ensuite, on pourrait parcourir la chaîne et pour chaque caractère, incrémenter le compteur correspondant, probablement en utilisant des conditions enchaînées. Deuxièmement, on pourrait créer une liste de 26 éléments. Ensuite, on pourrait convertir chaque caractère en un nombre en utilisant la fonction interne ord et utiliser ce nombre comme un index de liste et incrémenter le compteur approprié. Troisièmement, on peut créer un dictionnaire avec des caractères comme clé et des compteurs comme valeur correspondante. Donc la première fois qu'on trouve un caractère, on ajoute un nouvel élément au dictionnaire et ensuite on incrémente la valeur d'un élément existant. Donc chacune de ces options, elles effectuent le même calcul, mais chacune d'entre elles met en œuvre ce calcul d'une manière différente. Une implémentation ou une mise en œuvre, c'est une façon pratique d'effectuer un calcul. Certaines implémentations sont meilleures que d'autres. Par exemple, un avantage de la mise en œuvre du dictionnaire, c'est qu'on n'a pas besoin de savoir à l'avance quelles lettres apparaissent dans la string et on doit réserver de la mémoire que pour les lettres qui apparaissent réellement. Donc maintenant, je vais montrer à quoi ce code pourrait ressembler.
Le nom de cette fonction, c'est histogramme, qui est un terme statistique pour une collection de compteurs ou de fréquences. Donc la première ligne de la fonction est créer un dictionnaire vide. Ensuite, la boucle for parcourt la string. À chaque passage dans la boucle, si le caractère C n'est pas dans le dictionnaire, on crée un nouvel élément qu'on initialise à la valeur 1. Et si le caractère est déjà dans le dictionnaire, on incrémente le compteur correspondant. Donc maintenant, on va exécuter le programme pour voir comment ça fonctionne. L'histogramme indique que la lettre B apparaît une fois, les lettres R et O apparaissent deux fois, la lettre N apparaît une fois et ainsi de suite. Les dictionnaires ont également une méthode appelée get qui prend une clé et une valeur par défaut. Si la clé apparaît dans le dictionnaire, get renvoie la valeur correspondante, sinon elle renvoie la valeur par défaut. Par exemple, si on fait H Maintenant, comme entraînement, tu vas utiliser la méthode get pour écrire la fonction histogramme de manière plus concise, c'est-à-dire que normalement, tu devrais être capable d'éliminer cette condition. Maintenant, on va voir comment on peut se servir des boucles sur les dictionnaires. Donc, si on utilise un dictionnaire dans une instruction for, elle parcourt les clés du dictionnaire. Par exemple, je vais écrire une fonction qui affiche chaque clé et la valeur correspondante. Maintenant, on va exécuter le programme pour voir à quoi ça ressemble. Donc là, les clés, elles sont dans l'ordre dans lequel elles apparaissaient dans la string, mais si on le souhaite, on peut les afficher en ordre alphabétique en utilisant la méthode sorted. Donc on va faire ça en utilisant sorted h. On va exécuter le programme à nouveau pour voir l'affichage en ordre alphabétique. Maintenant, on va voir comment on fait une recherche inversée sur un dictionnaire. Donc, étant donné un dictionnaire D et une clé K, il est facile de trouver la valeur correspondante en faisant V égale DK. Donc, cette opération s'appelle une recherche. Mais que faire si tu as V et que tu veux trouver K? Tu as deux problèmes. D'abord, il pourrait y avoir plus d'une clé qui correspond à la valeur V. Et en fonction de l'application, tu pourrais être en mesure d'en choisir une ou tu pourrais avoir à renvoyer une liste qui contient toutes les valeurs correspondantes. Deuxièmement, il n'y a aucune syntaxe simple pour faire une recherche inversée. Il faut faire une recherche en parcourant les éléments un par un. Donc je vais définir une fonction qui prend une valeur et qui renvoie la première clé qui correspond à cette valeur. Donc cette fonction, c'est encore un autre exemple du modèle de recherche, mais elle utilise une fonctionnalité qu'on n'a pas vue avant, raise. Donc l'instruction raise, elle provoque une exception. Dans ce cas, elle génère une lookup error, qui est une exception interne utilisée pour indiquer qu'une opération de recherche a échoué. Donc si on arrive à la fin de la boucle, cela signifie que V ne figure pas comme valeur dans le dictionnaire, donc on génère une exception. Maintenant, on va exécuter le programme pour montrer des exemples de recherche inversée. Donc ça, c'est un exemple d'une recherche inversée réussie. Maintenant, je vais en montrer une qui échoue. L'effet lorsqu'on génère une exception, c'est le même que lorsque Python en génère une, c'est-à-dire qu'on a un message d'erreur qui s'affiche. L'instruction raise, elle peut aussi prendre un message d'erreur détaillé comme argument optionnel. Par exemple, on peut faire raise lookup error, entre parenthèses, valeur inexistante dans le dictionnaire. Et donc, quand on utilise cet argument, il apparaît dans le message d'erreur. Qu'une recherche inversée, c'est beaucoup plus lent qu'une recherche directe. Si tu dois le faire souvent ou le dictionnaire devient grand, la performance de ton programme se détériorera. Maintenant, on va parler des interactions entre dictionnaire et liste. Donc, des listes peuvent apparaître comme valeur dans un dictionnaire. Par exemple, si on a un dictionnaire qui fait correspondre des lettres à des fréquences et qu'on veut peut-être l'inverser. Autrement dit, on veut créer un dictionnaire qui fait correspondre des fréquences à des lettres. Donc, comme il se peut qu'il y ait plusieurs lettres qui aient la même fréquence, chaque valeur dans le dictionnaire inversé doit être une liste de lettres. Je vais écrire une fonction qui inverse un dictionnaire.
Donc à chaque passage dans la boucle, clé reçoit une clé du dictionnaire D et val reçoit la valeur correspondante. Donc si val ne se trouve pas dans inverse, cela signifie qu'on ne l'a pas encore rencontré, donc on crée un nouvel élément et on l'initialise avec un singleton, qui est une liste avec un seul élément. Et sinon, ça veut dire qu'on a déjà rencontré cette valeur, alors on ajoute la clé correspondante à la fin de la liste, et ensuite on retourne le nouveau dictionnaire. Maintenant, on va exécuter ce programme pour voir un exemple. Donc, voici un diagramme d'état qui montre liste et inverse. Donc on représente un dictionnaire comme un rectangle avec le type dict écrit au-dessus et les paires clés-valeurs à l'intérieur. Si les valeurs sont des int, des floats ou des strings, je les dessine à l'intérieur du rectangle, mais généralement je dessine les listes en dehors du rectangle juste pour garder le schéma simple. Donc, les listes peuvent être des valeurs dans un dictionnaire comme le montre cet exemple, mais elles ne peuvent pas être des clés. Donc voici ce qui se passe si on essaye. J'ai mentionné tout à l'heure qu'un dictionnaire est mis en œuvre en utilisant une table de hachage et cela signifie que les clés doivent être hachables. Donc une fonction de hachage, c'est une fonction qui prend une valeur de n'importe quel type et qui retourne un entier. Donc les dictionnaires utilisent ces entiers, appelés valeurs de hachage, pour stocker et rechercher des paires clés-valeurs. Ce système, il fonctionne très bien si les clés sont immuables. Mais si les clés sont modifiables, comme les listes, de gros problèmes se posent. Par exemple, lorsqu'on crée une paire clé-valeur, Python hache la clé et la stocke dans l'emplacement correspondant. Si on modifie la clé, puis on la hache à nouveau, elle ira à un endroit différent. Dans ce cas, on pourrait avoir deux entrées pour la même clé, ou on pourrait ne pas être en mesure de trouver une clé. Quoi qu'il arrive, le dictionnaire ne fonctionnerait pas correctement. Voilà pourquoi les clés doivent être hachables et pourquoi les types modifiables comme les listes ne le sont pas. La fonction la plus simple de contourner cette limitation, c'est d'utiliser des tuples qu'on verra dans le chapitre suivant. Et puisque les dictionnaires sont modifiables, ils ne peuvent pas servir de clé, mais ils peuvent servir de valeur. Maintenant, on va voir une autre implémentation du dictionnaire qu'on appelle le mémo. Donc si tu as expérimenté un peu avec la fonction Fibonacci du chapitre 6, tu as peut-être remarqué que plus l'argument que tu fournis est grand, plus la durée d'exécution de la fonction augmente. Donc en outre, la durée d'exécution augmente très rapidement. Donc, c'est-à-dire que si le nombre de Fibonacci est 20, on prend 0,109 secondes. Si le nombre est 30, on prend 1,259 secondes. Si le nombre est 40, on prend 2 minutes 28 secondes. Et si le nombre est 100, on prendra sûrement des milliards d'années. Pour comprendre pourquoi, on peut examiner le graphe des appels pour Fibonacci. Donc c'est ce schéma ici, avec n égale 4. Donc un graphe d'appel montre un ensemble de structures de fonctions avec des lignes reliant chaque structure aux structures des fonctions qu'elle appelle. Donc au sommet du graphe, on a Fibonacci avec n égale 4 qui appelle Fibonacci avec n égale 3 et avec n égale 2. À son tour, Fibonacci avec n égale 3 appelle Fibonacci avec n égale 2 et n égale 1, et ainsi de suite. Donc si on compte le nombre de fois où Fibonacci 0 et Fibonacci 1 sont appelés, on remarque que Fibonacci 0 est appelé 2 fois et Fibonacci 1 est appelé 3 fois. C'est une solution inefficace du problème et cela devient pire au fur et à mesure que l'argument devient plus grand. Donc une solution, ça consiste à garder la trace des valeurs qui ont déjà été calculées en les stockant dans un dictionnaire. Donc une valeur qui a déjà été calculée précédemment, qui est stockée pour une utilisation ultérieure, est appelée un mémo ou un cache. Donc connu est un dictionnaire qui permet de garder la trace des nombres de Fibonacci que nous connaissons déjà. Il commence par deux éléments, 0 qui mappe vers 0 et 1 qui mappe vers 1. Donc chaque fois que Fibonacci est appelé, elle vérifie connu. Si le résultat s'y trouve déjà, elle peut le renvoyer immédiatement. Sinon, elle doit calculer une nouvelle valeur, l'ajouter au dictionnaire et la renvoyer. Si tu exécutes cette version de Fibonacci et que tu la compares à l'original, tu trouveras qu'elle est beaucoup plus rapide. Maintenant, on va parler des variables globales. Donc dans cet exemple, connu est créé en dehors de la fonction de sorte qu'il appartient à la structure spéciale qu'on appelle main. Donc les variables dans main sont parfois appelées globales car elles peuvent être accédées à partir de n'importe quelle fonction.
contrairement aux variables locales qui disparaissent lorsque leur fonction se termine. Il est courant d'utiliser des variables globales pour des drapeaux, c'est-à-dire des variables booléennes qui indiquent ou signalent si une condition est vraie. Par exemple, certains programmes utilisent un drapeau nommé verbose, qui veut dire bavard en français, ou verbeux, pour contrôler le niveau de détail dans la sortie. Donc par exemple, si on avait un drapeau verbose equals true égale true, on fait def exemple 1 entre parenthèses if verbose print exécuter exemple 1. Donc on va exécuter cet exemple pour voir si ça marche bien. Par contre, si tu essaies de réassigner une variable globale, tu pourrais être surpris. Donc je vais donner un exemple qui est censé garder trace afin de savoir si une fonction a été appelée. Donc on va mettre et appelé. Maintenant on va exécuter cet exemple. Donc ce qui est étrange, c'est que la valeur de est_appelé n'a pas changé. Le problème est que exemple 2 crée une nouvelle variable locale nommée est_appelé. La variable locale, elle disparaît lorsque la fonction se termine et n'a donc aucun effet sur la variable globale. Pour réassigner une variable globale dans une fonction, il faut déclarer la variable comme étant globale avant de l'utiliser. On va faire ça maintenant. L'instruction globale, ce qu'elle dit à peu près à l'interpréteur, c'est dans cette fonction, quand je dis est appelé, je parle de la variable globale, non crée pas une version locale. Donc maintenant, voici un exemple qui tente de mettre à jour une variable globale. On obtient une erreur parce que Python suppose que compteur est une variable locale et que donc, selon cette hypothèse, on essaye de lire la valeur avant de l'écrire. Donc la solution, encore une fois, c'est de déclarer la variable compteur comme étant globale. Cette fois, la fonction marche correctement. Maintenant, si une variable globale fait référence à une valeur modifiable, par exemple l'élément d'une liste ou d'un dictionnaire, on peut modifier la valeur sans déclarer la variable. Par exemple, dans le cas de connu, si on écrit une fonction qui fait exemple 4, si on exécute cet exemple, on va constater qu'il marche. Ainsi, on peut ajouter, supprimer et remplacer des éléments d'une liste ou d'un dictionnaire sans utiliser global, mais si on veut réassigner la variable, on doit déclarer ça. Donc, par exemple, si on fait... Les variables globales, elles peuvent être utiles, mais si on en a beaucoup et qu'on les modifie fréquemment, elles peuvent rendre les programmes difficiles à débugger. Maintenant, justement, on va voir quelques conseils pour débugger. Donc, lorsque tu travailles avec de plus grands ensembles de données, il peut devenir difficile de débugger en affichant et en vérifiant la sortie à la main. Donc, je vais donner quelques suggestions pour débugger de grands ensembles de données. La première, c'est de réduire la taille des données en entrée. Si possible, essayer de réduire la taille de l'ensemble de données. Par exemple, si le programme lit un fichier texte commence avec seulement les 10 premières lignes ou avec le plus petit exemple que tu puisses trouver, tu peux soit éditer les fichiers même ou mieux modifier le programme pour qu'il ne lise que les n premières lignes. Si une erreur survient, tu peux réduire n à la plus petite valeur qui provoque l'erreur. Ensuite, tu peux augmenter n progressivement au fur et à mesure jusqu'à ce que tu trouves et que tu corriges les erreurs. La deuxième suggestion, c'est de vérifier les résumés et les types. Qu'au lieu d'afficher et de vérifier l'ensemble des données, ça peut être utile d'afficher des résumés des données. Par exemple, le nombre d'éléments dans un dictionnaire ou le total d'une liste de nombres. Une cause fréquente d'erreur d'exécution est une valeur qui n'est pas du bon type. Donc pour débugger ce genre d'erreur, souvent il suffit d'afficher le type d'une valeur. La troisième suggestion, c'est d'écrire des contrôles automatisés. Parfois, tu peux écrire du code pour vérifier automatiquement les erreurs. Par exemple, si tu calcules la moyenne d'une liste de nombres, tu peux vérifier que le résultat n'est pas plus grand que le plus grand élément de la liste ou plus petit que le plus petit élément. Cela s'appelle une vérification de vraisemblance car on détecte des résultats invraisemblables.
Un autre type de vérification compare les résultats de deux calculs différents pour savoir s'ils sont compatibles. Cela s'appelle un contrôle de cohérence. La dernière suggestion, c'est de formater la sortie. Donc le formatage de la sortie, ça peut faciliter le repérage d'une erreur. On en a vu un exemple dans le chapitre 6. Donc il y a aussi le module pprint qui fournit une fonction pprint qui affiche les types internes dans un format plus lisible. Pprint, ça signifie pretty print, qui veut dire affichage joli. Donc encore une fois, le temps que tu passes à construire les échafaudages, ça peut réduire le temps que tu passes à débugger.